Merci, dit mémé Sire du Temps, qui ajouta, parce que Shaun avait l'air d'attendre ça. T'es un brave petit. Oui, mam, fit Shaun. Mam, y a autre chose? Shaun triturait le bout de sa cotte de maille embarrassée. C'est pas vrai ce qu'on raconte sur notre mam, vous savez, mam, dit-il. Elle s'amuse pas à acheter des mauvais sorts au monde. Sauf à Davis, le boucher. Et à la vieille Cake Pain, qui avait donné un coup de pied à son chat. Mais c'était pas ce qu'on pourrait appeler des vrais sorts, hein, mam? Tu peux arrêter de dire mam? Oui, mam. On a raconté ça alors? Oui, mam. Bah, ta maman, des fois, ça y arrive de fâcher les gens. Shaun dansait d'un pied sur l'autre. Oui, mam. Mais on raconte aussi des affreusetés sur vous, mam. Sauf votre respect, mam. Mémé se raidit. Quoi donc? Ça me gêne de le dire, mam. Quoi donc? Shaun réfléchit sur la marche à suivre. Il n'avait guère le choix. Des tas de choses qui sont pas vraies, mam, dit-il, préférant donner au plus vite son point de vue. Toutes sortes de choses comme le vieux Véran c'était un mauvais roi et vous l'avez aidé à monter sur le trône. C'est à cause de vous qu'il y a eu le mauvais hiver l'année passée. Et quand vous avez regardé la vache à la vieille nonnet, la vieille non-mais, elle a pu donner de lait la vache, rien que des menteries, mam, ajouta-t-il sincèrement. C'est vrai, fit Mémé. Elle ferma la porte au nez du soldat essoufflé, resta un instant plongée dans ses réflexions et regagna son rocking-chair. C'est vrai, répéta-t-elle enfin. Un peu plus tard, elle ajouta. C'est une vieille bourrique, mais on va pas laisser les gens s'amuser à embêter les sorcières. Une fois qu'on a perdu le respect, il reste plus rien. Je me souviens pas d'avoir regardé la vache à la vieille non-mais. C'est qui d'ailleurs la vieille non-mais? Elle se leva, prit son chapeau pointu au crochet sur la porte, s'en coiffa, se regarda d'un œil noir dans la glace et embrocha férocement le couvre-chef d'une rafale d'aiguilles pour la faire tenir en place. Elles s'enfoncèrent une à une, aussi irrésistibles que la colère de Dieu. Elle disparut un moment dans la pentie et en ramena sa cape de sorcière qui servait de couverture aux chèvres malades quand elle-même n'en avait pas l'utilité. Jadis, elle était en velours noir. Elle n'était plus que noire. Mémé se l'attacha lentement et soigneusement à l'aide d'une broche en argent terni. Aucun samouraï, aucun chevalier partant en quête ne s'était jamais vêtu avec autant de cérémonie. Mémé se redressa enfin, inspecta son reflet sombre dans le miroir, s'adressa un petit sourire approbateur et sortit par la porte de derrière. L'impression de menace qu'elle dégageait ne fut que légèrement dissipée par le bruit de ses galopades dans un sens puis dans l'autre, devant la chaumière, tandis qu'elle essayait de faire démarrer le balai. Magra aussi s'examinait dans la glace. Elle avait exhumé une robe d'un vert ahurissant, taillée pour être à la fois moulante et décolletée, et qui aurait atteint son objectif si Magra avait eu quelque chose à mouler ou à mettre dans le décolleté. Elle s'était donc fourré 2 chaussettes roulées en boule aux endroits stratégiques dans un effort pour pallier les lacunes les plus évidentes. Elle avait également recouru à un charme pour ses cheveux, mais ils étaient naturellement allergiques à la magie et déjà leur aspect d'origine faisait valoir ses droits. Une aigrette de pissenlit semée à tout vent. Magra avait aussi fait appel au maquillage. Ce n'était pas un franc succès, elle manquait de pratique. Elle commençait à se demander si elle n'avait pas forcé sur le fard à paupières. Son cou, ses doigts et ses bras portaient à eux tous assez d'argenterie pour forger un service de table au grand complet, et par-dessus tout ça, elle avait jeté une cape noire doublée de soie rouge. Sous une certaine lumière, et un angle bien choisi, Magra n'était pas sans attrait. Qu'une seule de ces mesures y fût pour quelque chose, on pourrait en discuter, mais elle témoignait qu'un léger vernis de confiance recouvrait son cœur palpitant. Elle se redressa, se tourna d'un côté puis de l'autre. Les amulettes, bijoux magiques et bracelets cabalistiques accumulés un peu partout sur son anatomie s'entrechoquèrent. Il aurait fallu qu'un ennemi éventuel fût aussi sourd qu'aveugle pour ne pas remarquer qu'une sorcière approchait. Elle se rendit à sa table de travail afin d'examiner ce qu'elle appelait, timidement et jamais devant Mémé, les outils de la profession. Il y avait là le couteau à manche blanc, utilisé dans la préparation d'ingrédients magiques, puis le couteau à manche noire, destiné aux applications magiques proprement dites. Magra y avait gravé tellement de runes sur le manche qu'il menaçait à tout moment de s'ouvrir en deux. Des outils assurément puissants, mais... Elle secoua la tête à contre-cœur, gagna le buffet de la cuisine et sortit le couteau à pain.
Quelque chose lui disait qu'en pareille circonstance, une fille ne pouvait trouver meilleur ami qu'un bon couteau à pain bien affûté. Moi, je vois, fit Nunhuog, quelque chose qui commence par P. Le fantôme du roi fit d'un regard, là, le tour du cachot. Pincette, suggéra-t-il. Non. Poussette? C'est joli comme nom, c'est quoi? Un genre de vis qui écrase les pouces. Regardez, fit le roi. C'est pas ça, dit Nounou. Poire d'angoisse, proposa-t-il désespéré. Je sais même pas ce que c'est. Le roi, obligeant, montra l'objet sur le plateau, puis expliqua à quoi ça consistait. Pas du tout, fit Nounou. Brodequin de supplice au rouge? Ça, c'est un B, et je trouve que vous connaissez un peu trop bien ces noms-là, fit sèchement Nounou. Vous êtes sûr de pas vous en être servi de votre vivant? Absolument, Nounou, protesta le fantôme. Les petits garçons qui disent des mensonges se retrouvent dans un endroit très désagréable, le prévint Nounou. Lady Casquette les a presque tous fait installer elle-même, c'est la vérité, dit le roi au désespoir. Il se sentait en position suffisamment précaire pour ne pas devoir s'inquiéter en plus d'endroits désagréables. Nounou renifla. Bon, d'accord, fit-elle un brin adouci. C'était pince. Mais pince, c'est pareil que pincette, commença le roi qui s'arrêta à temps. Durant sa vie d'adulte, aucun homme, bête, ni combinaison des deux ne lui avait fait peur. Mais la voix de Nounou ranimait de vieux souvenirs de salles de classe et de nourricerie, d'une existence passée à obéir aux ordres stricts de dames sévères en jupe longue, et d'une nourriture, dans les grilles et bruns, qui avait l'air indigeste à l'époque, mais lui évoquait aujourd'hui une lointaine ambroisie. « Ça fait 5 pour moi !» fit joyeusement Nounou. « Ils vont bientôt revenir !» dit le roi. « Vous êtes sûr que ça ira ?»« Si ça va pas, est-ce que je peux attendre d'une aide de votre part ?» pensa Nounou. Lui répondit le bruit des verrous qu'on tirait. Il y avait déjà un attroupement devant le château lorsque le balai de Mémé atterrit en cahotant. La foule se tut en la voyant approcher à grands pas et s'écarta pour lui laisser le passage. Elle tenait un panier de pommes sous le bras. « Y a une sorcière dans les oubliettes !» chuchota quelqu'un à Mémé. « Et des tortures affreuses à ce qu'on dit !»« Des bêtises !» fit Mémé. « Impossible ! Je pense que Nounou est seulement allé mettre le roi au courant, quelque chose comme ça. »« Paraît que Jason Rogue est parti chercher ses frères !» dit un marchand de plein air avec crainte et respect à la fois. « Je vous conseille vraiment de tous rentrer chez vous !» fit Mémé Sire du Temps. « Il y a sûrement eu un malentendu. Tout le monde sait qu'on ne peut pas retenir une sorcière contre sa volonté. »« La dépense, elle est bonne cette fois, » dit un paysan. « Les maisons brûlées, les taxes et maintenant ça. C'est de votre faute à vous, les sorcières. Faut que ça cesse. Je connais mes droits. »« Qui sont ?» demanda Mémé. « Vêture, mieux qu'une en ordinaire, gouaille, rogaton, spergule, fétuque et cuscute, » répondit vivement le paysan. « Glandage, d'année sur 2, et le droit d'élever 2 tiers de chèvres sur les communaux, avant qu'il y flanque le feu. Une sacrée bonne chèvre, en fout plus de ça. »« On peut aller loin quand on connaît ses droits comme ça, » dit Mémé. « Mais maintenant, faut rentrer chez soi. » Elle se retourna et considéra les portes. 2 gardes très inquiets étaient de faction. Elle s'en approcha et lança un regard au premier. « Je suis une vieille marchande de pommes inoffensive, » dit-elle d'une voix mieux indiquée pour ouvrir les hostilités dans une guerre à moyenne portée. « Laisse-moi passer, je te prie, mon mignon !» Ce dernier mot avait le tranchant d'une lame. « Personne doit entrer dans le château, dit le garde. Ordre du duc. » Mémé haussa les épaules. Le coup de la marchande de pommes n'avait à sa connaissance marché qu'une seule fois dans toute l'histoire de la sorcellerie, mais ça restait un procédé traditionnel. « Je te connais, Champêtre Poldi, dit-elle. Je me souviens d'avoir envoyé ton grand-père au tapis et toi de t'avoir mis au monde. » Elle jeta un coup d'œil à l'attroupement qui s'était reformé un peu plus loin et se retourna vers le garde dont la figure se tordait déjà en un masque de terreur. Elle se pencha un peu plus près de lui. « Je t'ai flanqué ta première bonne correction dans cette vallée de larmes, et par tous les dieux, si tu me contraries un jour d'aujourd'hui, je vais aussi te flanquer ta dernière. » Il y eut un léger bruit de métal lorsque la pique échappa au doigt tremblant du garde. Mémé avança la main et tapota d'un geste rassurant l'épaule de l'homme tout effaré. « Mais t'inquiète pas, ajouta-t-elle, prends donc une pomme. » Elle voulut faire un pas, et une deuxième pique lui barra le chemin. Elle leva les yeux avec intérêt. L'autre sentinelle n'était pas un béliérin, mais un mercenaire de la ville, engagé pour grossir les rangs des gardes dont le nombre avait diminué ces dernières années. Sa figure était un patchwork de tissu sacrificiel.
cicatricielle, pardon. Plusieurs balafres s'ordonnèrent entre elles et dessinèrent ce qui pouvait passer pour un sourire. « Alors, c'est ça la maladie sorcière ?» fit l'homme. « Pas fameux. Ça fait peut-être peur à ces crétins de bouseux, ma petite dame, mais pas à moi. » « J'imagine qu'il en faut beaucoup pour faire peur à un grand gars fort comme toi, » dit Mémé qui porta la main à son chapeau. « Faut pas essayer de me flanquer la frousse non plus. » Le garde regardait droit devant lui et se balançait doucement sur la pointe des pieds. « Des vieilles dames comme vous ruinez le monde, ça devrait pas être permis, comme on dit. »« À ton aise, » fit Mémé qui écarta la pique. « Écoutez, j'ai dit, » commença le garde en agrippant l'épaule de Mémé. La main de la sorcière vola si vite qu'elle parut à peine bouger, mais soudain l'homme s'étreignit le bras et gémit. Mémé replanta l'aiguille dans son chapeau et se sauva à toutes jambes. « Nous allons commencer, » fit la duchesse avec un regard mauvais, « par la présentation des instruments. »« Je les ai vus, » dit Nounou, « du moins tous ceux qui commencent par P, S, I, T et C. » « Alors voyons combien de temps vous allez garder ce ton badin. Allumez le brasero, casquette, » ordonna sèchement la duchesse. « Allume le brasero, fou » commanda le duc. Le fou s'approcha lentement. Il ne s'attendait pas à ça. Torturer des gens n'était inscrit nulle part dans son agenda mental. Faire du mal de sang-froid à des vieilles dames, ce n'était pas sa tasse de thé, et faire du mal à des sorcières de sang à n'importe quelle température, ça n'avait rien d'un banquet complet à 12 services. Les mots, il avait dit, tout ça devait entrer dans la rubrique des bâtons et des cailloux. « J'aime pas faire ça, » murmura-t-il tout bas. « Bien, » dit Nounou, qui avait une ouïe excellente. « Je m'en souviendrai que t'as pas aimé ça. »« De quoi ?» fit vivement le duc. « Rien, » répondit Nounou. « Ça va être long. J'ai pas pris mon petit déjeuner. » Le fou gratta une allumette. Il y eut une toute petite perturbation atmosphérique à côté de lui, et elle s'éteignit. Il jura et en gratta une autre. Cette fois, ses mains tremblantes réussirent à l'amener jusqu'au brasero où elle vacilla avant d'être soufflée à son tour. « Dépêche-toi, mon vieux !» lança la duchesse qui préparait le plateau d'ustensiles. « Ça n'a pas l'air de vouloir s'allumer » marmonna le fou, tandis qu'une troisième allumette palpitait d'une flamme fugitive et mourait. Le duc arracha la boîte à ses doigts tremblants et lui balança une main pleine de bagues en travers de la figure. « N'obéira-t-on jamais à mes ordres » pria-t-il. « Espèce d'indécis, mon laçon, donne-moi la boîte !» Le fou recula. Quelqu'un qu'il ne voyait pas lui chuchotait dans le creux de l'oreille des mots qu'il avait du mal à comprendre. « Remonte dans le couloir !» cracha le duc, « et veille à ce qu'on ne nous dérange pas !» Le fou trébucha contre la dernière marche en haut de l'escalier, se retourna, et sur un dernier regard implorant vers Nounou, passa la porte en gambadant. Il faisait un peu le clown par habitude. « Le feu n'est pas vraiment indispensable, » dit la duchesse. « Ce n'est qu'un accessoire. Maintenant, femme, vas-tu avouer ?»« Avouer quoi ?» fit Nounou. « C'est de notoriété publique. Trahison, sorcellerie maligne, asile aux ennemis du roi, vol de la couronne. » Un tintement leur fit baisser les yeux. Une dague tachée de sang venait de tomber de l'établi, comme si l'on avait voulu la prendre, mais que la force avait manqué pour la tenir. Nounou entendit le fantôme du roi pester entre cuir et chair, ou ce qui lui en tenait lieu. « Et propagation de fausses rumeurs, » termina la duchesse. « Du sel dans mes plats, » fit le duc nerveux, en regardant fixement les bandages de sa main. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression qu'il y avait une quatrième personne dans le cachot. « Si tu avoues, » dit la duchesse, « tu seras simplement condamné au bûcher. Et s'il te plaît, épargne-nous tes plaisanteries. »« Quelle fausse rumeur !» Le duc ferma les yeux, mais les visions persistaient. « Un propos de la mort accidentelle de feu le roi Vérance, » murmura-t-il d'une voix rauque. Un nouveau tourbillon d'air se produisit. Nounou gardait la tête penchée de côté, comme à l'écoute d'une voix qu'elle seule entendait. Sauf que le duc était sûr d'entendre lui aussi quelque chose, pas exactement une voix, plutôt comme un soupir lointain du vent. « Oh, moi je sais rien de faux, » dit-elle. « Je sais que vous l'avez poignardé et que vous, duchesse, vous lui avez donné la dague. Ça s'est passé en haut de l'escalier. » Elle marqua une pause, la tête penchée, puis opina avant d'ajouter « Tout à côté de l'armure avec la lance, et vous avez même dit « Puisqu'il faut le faire, autant le faire vite », quelque chose comme ça. Après, vous avez arraché la dague du roi, celle qui est maintenant là par terre, de sa ceinture, et... « Tu mens! Il n'y avait pas de témoin. Nous avons fait... Il n'y avait rien à voir. J'ai entendu quelqu'un dans le noir, mais il n'y avait personne. Personne n'a pu voir quoi que ce soit.
hurla le duc. Sa femme lui jeta un regard mauvais. « Fermez-la donc, Léonal, dit-elle. Entre ces 4 murs, nous pouvons nous dispenser de toutes vos protestations, je pense. » Qui lui a dit? Vous lui avez dit? Et calmez-vous, personne ne lui a dit. C'est une sorcière, bon sang, ces choses-là, elle les découvre toute seule. La seconde vision ou je sais pas quoi. Seconde vue, fit Nounou. Donc tu ne vas plus jouir très longtemps, ma petite dame, à moins de nous dire qui d'autre est au courant, et même de nous prêter ton concours pour certaines affaires, lança la duchesse d'un ton sinistre. Et tu vas te soumettre, crois-moi, je suis une experte. Nounou fit de l'œil le tour du cachot. Il commençait à y avoir foule. Le roi Vérance éclatait d'une telle vigueur furieuse qu'il en devenait presque visible. Il essayait avec rage d'empoigner un couteau. Mais la sorcière voyait d'autres formes derrière lui. Des formes tremblotantes, brisées, pas exactement des fantômes, mais des souvenirs incrustés dans le matériau même des murs par la douleur et la terreur absolue. « Ma dague, les salauds, ils m'ont tué avec ma propre dague !» fit silencieusement le fantôme du roi Vérance, qui leva ses bras transparents et implora le monde infernal dans son ensemble d'être témoin de cette ultime humiliation. « Donnez-moi la force !»« Oui, dit Nounou, ça vaut le coup d'essayer. »« Et maintenant, nous allons commencer, » fit la duchesse. « Quoi » lança le garde. « J'ai dit, je viens vendre mes jolies pommes, » répéta Magra. « Vous écoutez pas ? » « Il y aurait donc une vente !» Le garde était terriblement nerveux depuis qu'on avait transporté son collègue à l'infirmerie. Il n'avait pas pris ce boulot pour tomber sur ce genre d'histoire. Il comprit d'un coup. « Vous seriez pas une sorcière des fois ?» fit-il en tripatouillant maladroitement sa pique. « Bien sûr que non, j'en ai l'air. » Le garde regarda les bracelets magiques, la cape doublée, les mains tremblantes et la figure. La figure était particulièrement inquiétante. Magra avait abusé de la poudre pour obtenir un teint pâle et avantageux. La combinaison avec le mascara badigeonné copieusement donnait au garde l'impression d'observer 2 mouches qui venaient de s'écraser dans un bol de sucre. Il s'aperçut que ses doigts voulaient faire un signe pour conjurer le fard à paupières maléfique. « C'est vrai, dit-il sans grande assurance. Son cerveau étudiait péniblement le problème. C'était une sorcière. Ces derniers temps, beaucoup de bruit circulait sur les sorcières prétendument mauvaises pour la santé. On lui avait ordonné de ne pas les laisser passer, mais personne n'avait parlé de marchandes de pommes. Les marchandes de pommes ne posaient pas de problème, elles. Le problème, c'était les sorcières. Marchande de pommes, elle avait dit, et il n'allait pas mettre en doute la parole d'une sorcière. Satisfait de sa logique, il se rangea de côté et eut un geste large du bras. « Passez, marchande de pommes !» dit-il. « Merci, » fit Magra d'une voix douce. « Vous en voulez une ?»« Non, merci. J'ai pas fini celle que l'autre sorcière m'a donnée. » Ses yeux roulèrent dans leurs orbites. « Non, pas sorcière, marchande de pommes. Oui, marchande de pommes. C'est elle qui l'a dit, alors. » « C'était il y a longtemps ?»« Quelques minutes. » Mais Messire du Temps n'était pas perdu. Pas son genre de se perdre. Mais, à cet instant, si elle connaissait parfaitement sa position à elle, elle ignorait où se trouvait partout ailleurs. Elle venait une fois de plus de déboucher dans les cuisines, déclenchant une dépression nerveuse chez le cuisinier qui s'efforçait de rôtir un peu de céleri. Le fait que plusieurs personnes aient voulu lui acheter des pommes n'arrangeait pas l'humeur de la sorcière. Magra parvint à la grande salle, déserte à cette heure de la journée, hormis 2 gardes qui jouaient au dé. Ils portaient le tabard de la garde personnelle de Casquette et arrêtèrent leur partie dès qu'elle apparut. « Oui, oui, fit l'un avec un regard concupiscent. Viens donc nous tenir compagnie, ma jolie. » Note de bas de page. Personne ne sait pourquoi les hommes sortent des choses pareilles. Sous peu, il va sûrement dire qu'il aime les filles marrantes. « Je cherche les cachots, » dit Magra, pour qui les mots harcèlement sexuel n'étaient qu'une suite de syllabes sans signification. « Tiens donc, fit le garde en clignant de l'œil au collègue, mais ta vie que là, on peut t'aider. » Ils se mirent debout et l'encadrèrent. Elle eut conscience de 2 mentons façon grattoir pour allumettes et d'une odeur suffocante de bière rance. Des signaux frénétiques émis depuis des zones périphériques de son cerveau entreprirent de démolir sa croyance dure comme fer que les mauvais coups n'arrivaient qu'aux mauvaises gens. Elle descendit, ainsi escortée, plusieurs volets de marche, puis s'engagea dans un dédale de passage voûté, humide et froid, tandis qu'elle cherchait en hâte une façon polie de se débarrasser des 2 hommes. « Je vous préviens, » dit-elle, « je suis pas comme j'en ai l'air d'une simple marchande de pommes. »« Tiens donc. Je suis en réalité une sorcière.
ce qui ne produisit pas l'effet escompté. Les gardes échangèrent un coup d'œil. « D'accord, fit l'un. Je me suis toujours demandé comment c'était d'embrasser une sorcière. D'après ce qui se raconte dans le pays, on se change en grenouille. » L'autre garde lui donna un coup de coude. « Mais ta vie alors ?» fit-il de la voix lente et moelleuse du gars qui va placer une réplique qu'il estime du plus haut comique. « Que t'en as embrassé il y a des années ?» Le rire gras s'interrompit brusquement lorsque Magra fut jeté contre le mur et s'offrit un gros plan sur les narines du garde. « Maintenant tu m'as écouté, ma mignonne, dit-il. T'es pas la première sorcière qu'on amène ici. Si t'es une sorcière, mais avec de la chance, tu pourrais peut-être repartir. Si t'es gentille avec nous, tu vois. » Un hurlement bref, aigu, se fit entendre au loin. Non loin. « Ça, toi, fit le garde, c'est une sorcière qui passe un sale quart d'heure. Tu pourrais nous faire une petite faveur, toi? T'as de la chance d'être tombé sur nous, sans blague. » Sa main baladeuse s'arrêta dans son exploration. « C'est quoi ça ?» cracha-t-il à la figure blême de Magra. « Un couteau? Un couteau? Mais t'as vu que l'affaire est sérieuse, tu crois pas, Ron ?»« Faut lui attacher les mains et la bâillonner, se hâta de conseiller Ron. Elles peuvent pas faire de la magie si on les empêche de parler et de bouger les mains. »« Retirez vos pattes de cette femme !» Tous trois regardèrent dans le couloir et reconnurent le fou. Il tintinabulait de rage. « Laissez-la partir tout de suite !» s'écria-t-il. « Ou je vous dénonce !»« Ah, tu vas nous dénoncer, hein ?» fit Ron. « Et tu crois qu'on va t'écouter, espèce de petit crétin couleur de chair humaine ?»« C'est une sorcière qu'on a là, » dit l'autre garde. « Alors va donc sonner tes cloches ailleurs. » Il se retourna vers Magra. « J'aime les filles marrantes, » dit-il abusivement, comme il allait le découvrir. L'importun s'avança avec la témérité du fou furieux en phase terminale. « Je vous ai dit de la laisser partir !» répéta-t-il. Ron dégaina son épée et fit un clin d'œil à son compagnon. Magra cogna. Il s'agissait d'un coup non prémédité, instinctif, dont la force devait beaucoup au poids des bagues et des bracelets. Elle détendit le bras en un arc de cercle qui s'acheva sur la mâchoire de son ravisseur, lequel pirouetta 2 fois sur lui-même avant de s'affaisser en vrac dans un petit soupir, la joue, entre parenthèses, estampée de plusieurs symboles kabbalistiques. Ron le regarda bouche bée, puis se tourna vers Magra. Il brandit son épée à peu près au moment où le fou lui rentra dedans, et les 2 hommes s'écroulèrent en un tas gesticulant. Comme la plupart des petits, le fou comptait sur sa charge furieuse initiale pour s'assurer un avantage, même savait pas comment le garder. Et l'affaire aurait mal tourné, pour lui, si Ron n'avait pas pris soudain conscience qu'on lui appuyait un couteau à pain sur le cou. « Lâchez-le !» fit Magra en se repoussant les cheveux des yeux. Le garde se raidit. « Vous vous demandez si je vous trancherais vraiment la gorge ?» haleta-t-elle. « Je sais pas non plus. On pourrait le découvrir ensemble, c'est ça qui serait amusant, non ?» Elle baissa l'autre main et releva le fou par le col. « Il venait d'où ce cri ?» demanda-t-elle sans quitter le garde des yeux. « De par là-bas, ils l'ont emmené dans le cachot de torture et moi je n'aime pas ça, ça va trop loin, j'ai pas pu entrer alors je suis venue chercher de l'aide. »« Bah vous m'avez trouvé, » dit Magra. « Vous, reprit-elle à l'intention de Ron, vous allez rester là, ou vous sauver, ça m'est bien égal, mais vous allez pas nous suivre. » Il fit oui de la tête et les regarda s'éloigner rapidement dans le couloir. « La porte est fermée, » dit le fou. « On entend toutes sortes de bruits, mais la porte est fermée. »« Ben, les cachots, c'est ça, non ?»« Ils sont pas censés se fermer du dedans !» La porte était effectivement inébranlable. Le silence régnait à l'intérieur, un silence épais, actif, qui filtrait par les interstices pour se répandre dans le couloir, un silence pire que les cris. Le fou sautait d'un pied sur l'autre, tandis que Magra examinait la surface rugueuse de la porte. « Vous êtes vraiment une sorcière ?» fit-il. « Ils ont dit que vous étiez une sorcière, c'est vrai? Vous avez pas l'air d'une sorcière, vous êtes enfin très... » Il rougit. « Pas du tout comme... Vous savez, toute racornie, mais très belle. » Sa voix traîna, puis se tut. « Je suis parfaitement maîtresse de la situation, » se disait Magra. « Jamais je n'aurais cru ça possible, mais je pense tout à fait clairement. » Et elle se rendit compte, tout à fait clairement, que son rembourrage lui avait glissé jusqu'à la taille, que sa tête donnait l'impression d'avoir hébergé une nichée d'oiseaux fâchés avec l'hygiène, et que son fard à paupières avait moins coulé que dévalé la pente. Sa robe était déchirée çà et là, ses jambes égratignées, ses bras couverts de bleu, et pourtant elle se sentait aux anges. « Je crois qu'il vaut mieux reculer, Vérance, dit-elle. Je sais pas trop comment ça va marcher. » Il eut une brève inspiration. « Comment vous savez mon nom ?»
Magra saisit la porte. Le chêne était vieux, plusieurs fois centenaire, mais elle sentit un tout petit peu de sève sous une patine que les ans avaient durcie comme de la pierre. Normalement, ce qu'elle avait en tête nécessitait une journée entière de préparation et un plein sac d'ingrédients exotiques. Du moins, c'est ce qu'elle avait toujours cru. Aujourd'hui, elle ne demandait qu'à en douter. Quand on faisait apparaître des démons d'une lessiveuse, on était capable de tout. Elle eut conscience que le fou avait parlé. « Oh, j'ai dû l'entendre quelque part !» répondit-elle distraitement. « Ça m'étonnerait. Je m'en sers jamais. Je veux dire, c'est un nom que le duc n'aime pas trop. C'est ma maman, vous voyez. Les mamans aiment bien donner aux enfants des noms de rois, j'imagine. Mon grand-père disait que je n'aurais pas dû porter un nom pareil et aussi que je ne devrais même pas m'amuser à... » Magra hochait la tête. Elle promenait sur le tunnel humide un œil de professionnel. Pas encourageant le tunnel. Les vieilles planches de chêne ne connaissaient rien d'autre que cette obscurité souterraine depuis des lustres, loin du rythme des saisons. D'un autre côté, Mémé avait dit que tous les arbres n'en formaient plus ou moins qu'un, quelque chose comme ça. Magra croyait comprendre, mais ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Et c'était le printemps là-haut. Le fantôme de vie encore présent dans le bois devait être au courant. Ou s'il l'avait oublié, il fallait le lui apprendre. Elle reposa ses paumes à plat sur le battant et ferma les yeux, s'efforça par la pensée de franchir la pierre, de sortir du château et de plonger dans la terre maigre et noire des montagnes, dans l'air, dans la lumière du soleil. Le fou, lui, ne voyait qu'une Magra parfaitement immobile. Puis les cheveux de la sorcière se dressèrent sur sa tête, doucement, et une odeur d'humus se répandit. Après quoi, sans prévenir, la force qui pousse un champignon mou comme guimauve à travers 15 cm de pavé solide, ou une anguille à travers 1500 km d'océan vers une mare précise dans un champ sur les hauteurs, cette force monta en elle jusque dans la porte. Elle recula prudemment, étourdie, luttant contre une envie pressante de s'enfoncer dans les orteils dans la roche et de produire des feuilles. Le fou la saisit, et le choc la faillit la renverser. Magra s'affaissa contre le corps qui tintait faiblement, triomphante. Elle avait réussi, et sans aucun recours aux artifices, si seulement les autres avaient vu ça. « Vous approchez pas de la porte, marmonna-t-elle. Je crois que je lui en ai mis une bonne dose. » Le fou serrait toujours dans ses bras le corps en porte-toast de la sorcière, et il était trop paralysé pour articuler un mot, mais elle obtint néanmoins une réponse. « Mais taïk, oui !» Mémé Sire du Temps, qui sortit de l'ombre. « J'y aurais jamais pensé moi-même. » Magra lui lança un regard interrogateur. « Vous étiez là tout le temps ?»« Depuis quelques minutes seulement. » Elle jeta un coup d'œil à la porte. « Bonne technique, dit-elle. Mais le bois est vieux. Il a été au feu aussi, m'est avis. Beaucoup de clous en fer et de bidule là-dedans. Je vois pas comment ça marcherait. Moi, j'aurais essayé les pierres, mais... » Un plop léger l'interrompit, suivi d'un autre, puis de toute une série en même temps, comme une rafale de meringues. Derrière elle, tout doucement, des feuilles poussaient sur la porte. Mémé la contempla quelques secondes, l'œil rond, puis croisa le regard terrifié de Magra. « Cours !» hurla-t-elle. Elles attrapèrent le fou et filèrent s'abriter derrière un pilier. La porte émit un grincement d'avertissement. Plusieurs planches se tordirent d'une douleur végétale, et une pluie d'éclats de roche s'abattit lorsque les clous, expulsés comme des épines d'une blessure, ricochèrent sur la maçonnerie. Le fou se baissa au moment où une partie de la serrure lui vrombissait au-dessus de la tête pour aller percuter le mur d'en face. Au bas des planches germèrent des racines chercheuses blanches qui serpentèrent sur la pierre humide jusqu'à la fissure la plus proche et commencèrent à forer. Les trous de nœuds se renflèrent, éclatèrent et projetèrent brusquement des branches qui heurtèrent les moellons de l'encadrement et les culbutèrent. Le tout dans un grondement sourd, celui des cellules du bois s'efforçant de contenir l'afflux de vie brute qui battait en elles. « Si ça avait été moi, » fit Mémé Sire du Temps tandis qu'une partie du plafond s'effondrait un peu plus loin, dans le tunnel, « je m'y serais pas prise comme ça. C'est pas que je trouve à redire, » ajouta-t-elle au moment où Magra ouvrait la bouche. « C'est correct comme boulot, mais je crois que t'as peut-être poussé un peu, c'est tout. »« Excusez-moi, » intervint le fou. « Les pierres, j'arrive pas à m'y faire, » dit Magra. « Ben non, les pierres, on y prend goût à la longue. »« Excusez-moi. » Les deux sorcières le fixèrent et il recula. « Vous étiez pas censé sauver quelqu'un ?» demanda-t-il. « Oh !» fit Mémé. « Oui, bien Magra. On ferait bien de voir ce qu'elle a fabriqué. »«
On a entendu des cris, insista le fou, qui ne pouvait pas s'empêcher de juger qu'elle ne prenait pas l'affaire assez au sérieux. Je dois dire, fit Mémé en l'écartant pour enjamber une racine pivotante qui sortillait par terre, que si on m'avait enfermé, moi, dans un cul de basse-fosse, il y aurait eu aussi des cris. Il y avait beaucoup de poussière dans le cachot, et dans le halo de lumière qui entourait l'unique torche, Magra distingua vaguement 2 silhouettes recroquevillées dans l'angle le plus éloigné. La majeure partie du mobilier gisait sans dessus-dessous, éparpillé dans tous les coins. Un mobilier dont aucun élément n'avait l'air conçu pour illustrer le dernier cri en matière de confort. Nounouog attendait plutôt calmement, dans ce qui avait l'air d'une espèce de pilori. « Vous avez mis le temps, observa-t-elle. Sortez-moi de ça, vous voulez? Je commence à avoir des crampes. » Et il y avait la dague. Elle tournoyait lentement sur elle-même au milieu du local, jetait un éclat à chaque passage de la lame devant la lumière. « Ma propre dague !» faisait le fantôme du roi, d'une voix que seules les sorcières entendaient. « Tout ce temps, et je ne le savais pas, ma propre dague. Ces salauds m'ont bel et bien liquidé avec ma saloperie de dague. » Il fit un autre pas vers le couple royal en agitant l'arme. Un faible gargouillis, content de s'échapper, franchit les lèvres du duc. « Il se débrouille bien, hein ?» fit Nounou, tandis que Magra l'aidait à sortir de son carcan. « C'est pas le vieux roi, ça? Il le voit pas? Je crois pas. » Le roi Vérance titubait légèrement sous le poids. Il était trop vieux pour jouer les esprits frappeurs, c'était bon pour les adolescents. « Attendez un peu que j'empoigne ça, dit-il. Oh merde !» Le couteau glissa de la prise molle du spectre et tomba par terre avec un bruit métallique. Mémé Sire du Temps s'avança promptement et posa le pied dessus. « Les morts doivent pas tuer les vivants, dit-elle. Ça pourrait créer un machin là, comme on dit. Oui, un dangereux précédent. Et puis d'abord, vous seriez bien plus nombreux que nous. » La duchesse émergea la première de sa terreur. Après les couteaux voltigeurs et les explosions de portes, voilà que ces femmes la défiaient dans ses propres cachots. Elle ne savait pas vraiment comment réagir aux manifestations surnaturelles, mais elle avait des idées très arrêtées sur la façon d'aborder la dernière. Sa bouche s'ouvrit comme l'entrée d'un enfer tout rouge. « À la garde !» glapit-elle, et elle aperçut le fou près de la porte. « Fou ! Va quérir les gardes !»« Ils sont occupés, on les quitte à l'instant, » dit Mémé. « Quitte vous deux et le duc !» Casquette, à demi accroupie dans son coin, leva sur elle des yeux fixes atteints de conjonctivite. Une petite goutte de salive lui perla à la commissure des lèvres et il gloussa. Mémé regarda de plus près. Au centre des yeux larmoyants, il y avait autre chose qui la regardait aussi. « Je vais pas vous donner d'explication, » dit-elle calmement. « Mais ça serait mieux pour vous de quitter le pays, d'abdiquer un truc comme ça. »« En faveur de qui ?» lança la duchesse glaciale. « D'une sorcière ?»« Je refuse !» fit le duc. « Qu'est-ce que vous dites ?» Le duc se remit debout, brossa un peu de poussière de ses vêtements et dévisagea Mémé. La froideur au centre de ses pupilles avait grandi. « Je dis que je refuse !» répéta-t-il. « Crois-tu que de malheureux tours de passe-passe vont me faire peur ? Je suis roi par droit de conquête et tu ne peux rien changer. C'est aussi simple que ça, sorcière !» Il se rapprocha. Mémé ne le quittait pas des yeux. Elle n'avait encore jamais rien affronté de pareil. L'homme était manifestement dément, mais au cœur de sa démence, on devinait une logique froide, un noyau de pure glace interstellaire au sein de la fournaise. Elle l'avait cru fragile, sous une fine carapace de solidité, mais il fallait voir beaucoup plus loin. Quelque part, au tréfonds de son esprit, quelque part au-delà de l'horizon régulier du rationnel, la pression même de l'aliénation avait forgé sa folie en quelque chose de plus dur que le diamant. « Si tu triomphes de moi par la magie régnera, » dit le duc, « et tu ne peux pas accepter ça. Le roi que tu aiderais à monter sur le trône serait en ton pouvoir, ensorcelé, mais pas franchement enchanté, je dirais. Ce que domine la magie le détruit. Elle te détruirait toi aussi, tu le sais bien. Ha, ha !» Les jointures de Mémé blanchirent lorsqu'il se rapprocha encore. « Tu pourrais m'abattre, dit-il, et tu me trouverais peut-être un remplaçant. Mais il faudrait qu'il soit vraiment fou, parce qu'il saurait que ton œil maléfique le surveille, et que s'il venait à te déplaire, eh bien, il y perdrait instantanément la vie. Tu aurais beau protester tout ton sou, il saurait qu'il règne avec ta permission. Il ne serait roi que de nom, n'est-ce pas la vérité ?» Mémé détourna les yeux. Les deux autres sorcières hésitaient, prêtes à se baisser. « J'ai dit, n'est-ce pas la vérité ?»« Si, fit Mémé, c'est la vérité. »« Oui. » « Mais il y a quelqu'un qui pourrait te vaincre, »
dit lentement Mémé. L'enfant, qu'il vienne donc quand il aura grandi, un jeune homme avec une épée, à la rencontre de son destin. Le duc eut un sourire méprisant. Très romanesque, mais j'ai des années devant moi pour m'y préparer. Qu'il essaye donc. À côté de lui, le poing du roi Vérance fendit l'air et rata complètement son but. Le duc se pencha toujours plus près, le nez à 2 doigts de la figure de Mémé. « Retournez à vos chaudrons, les sœurs fatales, les sorcières, dit-il d'une voix douce.